malheureusement plusieurs années que le parallélisme est complet entre Israël et tous ceux qui représentent la civilisation occidentale. Et bon, ça continue, quoi. On croyait que ça allait s'arrêter, on était persuadé que Daesh étant vaincu militairement, ça allait se calmer. Les experts, quand même, pensaient bien que c'était pas tout à fait fini, mais on voit bien que ça redémarre, quoi. Et ça peut redémarrer. La France avait baissé la garde, à votre avis, ou pas, ces derniers temps? Je crois pas, non. Je crois que nos services sont tout à fait au point. Ils sont débordés, hein, c'est clair, parce qu'on a quand même pas mal d'individus qui sont en cavale. Il y a des gens de Daesh qu'on reprend, qu'il faut gérer. On a des banlieues difficiles. Et puis on a les gilets jaunes qui mobilisent quand même la police, la gendarmerie. Et on voit bien que la France policière et la France magistrature, l'État régalien est fatigué. Mais bon, malheureusement, il faut gérer. Et moi, je voudrais insister sur ce parallélisme des formes devrait conduire quand même, de ce point de vue, un peu plus de compréhension entre Israël et l'Europe, par exemple. Ouais. Hein? Est-ce que le ton a changé ou pas? Celui de la France a changé vis-à-vis d'Israël ces derniers temps. On le voit dans les messages de condamnation d'attentats. Oui, pas encore assez à mon goût, mais il a un peu changé. Il y a quelques bavures quand même, ce prix qui a été remis à des gens qui sont des acteurs de BDS, voire même des fondateurs du BDS lundi, par le garde des Sceaux. On ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire au milieu. Oui, le ton a un peu changé. Est-ce que le Quai d'Orsay a changé? Je ne dirais pas comme ça. Mais enfin, incontestablement, en tout cas depuis quelques jours, notamment sur ce qui se passe au nord d'Israël, le ton est meilleur. Ouais. Le ton est meilleur. Alors on va voir justement, on va voir en même temps que vous nous en parlez des images. Vous vous êtes rendu cet après-midi, vous êtes le premier parlementaire français à le faire, constater eh bien, ces tunnels qu'Israël veut montrer au monde, ces tunnels construits par le Hezbollah à l'intérieur du territoire israélien. Et qu'on ne prend pas suffisamment au sérieux en France en ce moment dans la presse. Il faut dire qu'on a beaucoup d'autres sujets. Et moi, je voulais voir à quel point ça pouvait constituer quand même un danger. Je suis membre de la commission des affaires étrangères. Je fais un rapport avec un de mes collègues sur le Moyen-Orient. Je sens bien, je reviens d'Irak, j'étais au Kurdistan, je vois bien que quand même la situation est très fragile et que nous pouvons aller, si la moindre erreur est commise, cette étincelle peut se transformer dans un débordement de violence incroyable. Donc c'est important, tout est important en ce moment, en ce qui se passe dans cette région, et je voulais voir. Ouais. J'ai vu, voilà. Et c'est impressionnant. Mais écoutez, c'est d'abord, oui, c'est impressionnant parce que d'abord on s'y attendait pas. Moi, j'avais été à la FINUL il y a quelques semaines. On savait bien qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient et que même la FINUL était au courant, comme Israël et les Libanais ou le Hezbollah lui-même d'ailleurs. Mais on ne pensait pas quand même que ça avait un tel degré de technicité. Parce qu'en réalité, ce sont des tunnels qui sont construits par des professionnels, là. Je ne sais pas quels sont les ingénieurs. Je subodore quand même que les ingénieurs iraniens ne doivent pas y être pour peu. En tout cas, c'est impressionnant, ça va très profond. Ce sont des tunnels qui sont des tunnels très larges, où des hommes peuvent passer, voire même des machines. Il y a des rails. Comme s'il y avait une mine tout d'un coup qui apparaissait. Il y a des grands tuyaux où on peut respirer. Il y a un système électrique qui permet de voir et qui permet de donner de l'air à ceux, parce que ça descend à des profondeurs inimaginables. Et alors Israël en a trouvé 3 et pense qu'il peut y en avoir d'autres. Ouais. C'est un acte extrêmement important. Hein. Ça passe un peu inaperçu ailleurs qu'en Israël, mais ça passe un peu inaperçu. C'est très grave parce qu'il y a une résolution, qui est la résolution 1701, qui de ce point de vue est carrément violée. Parce qu'il est évident que ces tunnels viennent du Liban, le Hezbollah se tait, le gouvernement libanais se tait, tout le monde se tait, ce qui n'est pas bon signe en général, mais il y a une violation incontestable de la résolution 1701. Et la FINUL est chargée normalement de faire respecter la résolution 1701. Et donc le vrai problème, est compliqué. D'abord, il faut que la France et ceux qui sont des partenaires de la FINUL, les Italiens, les Français qui sont très nombreux, il faut que l'ONU donne à la FINUL quand même des moyens qui lui permettent de ne pas être simplement des photographes de la situation. Oui, c'est un peu l'impression qu'on a. Oui, c'est même une impression réelle d'être des photographes, mais d'être aussi de voir un petit peu ce qui se passe au Liban.
Parce que quand même, ces tuyaux, ils viennent bien de quelque part. Ouais. Et donc, il faut que la FINUL fasse quelque chose. C'est ce que d'ailleurs la France a dit, en disant qu'on fait confiance à la FINUL, c'est l'ONU qui doit décider, mais je pense que c'est nécessaire que, en tout cas, la FINUL ait davantage d'expertise et de possibilités d'intervention à ce sujet. Et puis, soyons clairs, il va falloir que le Hezbollah s'explique, hein, parce que pour le moment, ils disent rien. Le problème, c'est qu'au Liban, ce qui est un pays merveilleux, le Liban, moi j'en viens aussi, c'est un pays qu'on aime, le Liban. On ne voudrait pas que cette guerre épouvantable recommence. J'ai vécu la guerre précédente ici, c'est terrible. Et donc, le Liban est complètement tenu en main par un Hezbollah, qui est quand même une organisation terroriste qui tient en réalité la politique libanaise aussi dans sa main, d'où le silence des Libanais. Il faut qu'ils s'expliquent, les Libanais. Et enfin, le dernier point... Il y a le Premier ministre qui a dénoncé ça, Hariri, qui est proche de l'Arabie Saoudite, les autres soutiennent. Mais enfin, il faut que Aoun prenne une position, quoi. Il n'y a pas de problème. Et puis surtout, je trouve que la France, parce que tout ça se crée, ce qui est inquiétant, c'est que c'est l'Iran en réalité qui est en difficulté. La rupture conventionnelle du traité avec les États-Unis, avec les conséquences qui sont considérables sur le plan économique, met l'Iran dans une position qui est une position plus agressive pour évidemment ressouder son peuple derrière. Et alors on voit bien probablement que l'Iran doit faire pression sur le Hezbollah pour que le Hezbollah monte en première ligne. Est-ce que le Hezbollah le souhaite ou ne le souhaite pas? Je ne sais pas. Les Libanais disent que le Hezbollah n'est pas emballé par l'idée d'une guerre, mais en tout cas, ce qu'on peut faire nous, qui sommes Français, qui avons une position plus modérée à l'égard des Iraniens que Trump, ce qui n'est pas d'ailleurs mon avis, mais enfin c'est l'avis du gouvernement français, on a peut-être un moyen d'expliquer aux Iraniens qu'il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de titiller sur la question du Hezbollah, que ça permettrait peut-être d'arranger la situation. Mais est-ce que c'est possible? Je trouve que la France peut le faire. Alors, et je souhaite qu'elle le fasse. Justement, on va voir dans un instant avec Christian Mallard, depuis Paris, la position du Quai d'Orsay, à la fois sur ce qui se passe en Cisjordanie et à la frontière nord. Mais d'un mot, Maurice Ferrand, est-ce qu'Israël, aujourd'hui, ne craint pas, finalement, d'avoir à la fois ce front nord-là, qui est bouillant avec ces tunnels, et en même temps la Cisjordanie en train de s'embraser? Ça, c'est un risque quand même à peser pour Netanyahou. C'est un risque calculé. Vous savez que le Premier ministre, apparemment, de ce qu'on a vu ces dernières semaines, a joué la carte du Hamas à Gaza. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va jouer la carte d'Abbas en Cisjordanie? C'est-à-dire qu'on sait que le président palestinien est extrêmement affaibli, que l'arrangement qui a été conclu dans la bande de Gaza par l'intermédiaire de l'Égypte entre Israël et le Hamas, finalement, l'a affaibli, puisque certains Palestiniens pensent que finalement, il n'y a que la violence qui paye. Donc maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qu'il va se passer sur ce troisième front. On a eu le front sud, on a le front nord, et maintenant on a le front en Cisjordanie. Est-ce que le Premier ministre israélien va comprendre qu'il a intérêt peut-être à soutenir l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas pour éviter une catastrophe? Je vous signale qu'on n'a pas vu aujourd'hui, par exemple, la police palestinienne. On n'a pas entendu parler de coopération israélo-palestinienne. Apparemment, cette coopération et les services de sécurité palestiniens sont dans une situation difficile aujourd'hui. Il y a en ce moment même des manifestations extrêmement violentes à Ramallah. On sait que les forces israéliennes ont même pénétré dans le comité olympique de Ramallah pour aller à la recherche de terroristes. On sait qu'à Bethléem aussi, à Hébron aussi ça chauffe, et à Naplouse. Donc la situation est vraiment critique, difficile. La situation de Mahmoud Abbas encore plus. La question aujourd'hui, est-ce que Israël aura la volonté de sauver Mahmoud Abbas ou d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'obtenir l'effondrement de l'autorité palestinienne? Alors, Christian Mallard, on se tourne vers vous à présent. Vous êtes à Paris, consultant diplomatique. Vous avez justement, vous, la position du Quai d'Orsay, à la fois sur ce qui se passe en Cisjordanie et sur ce qui s'est passé à la frontière nord avec ces tunnels du Hezbollah. Est-ce qu'il y a un changement de position aujourd'hui de la France vis-à-vis de ce qui arrive à Israël? Écoutez, s'il y a un changement, il faut le voir avec un microscope. Parce que, si vous voulez, les personnes que j'ai eues me disent en effet qu'on condamne, tout comme d'ailleurs l'Union européenne, on condamne la violence, les attentats qui ont été perpétrés par le Hamas, mais je trouve que globalement c'est une réaction qui est plutôt molle, parce qu'on serait quand même mieux en train de soutenir fermement, de faire corps avec Israël pour une réplique ferme contre le Hamas, qui est quand même, il faut encore une fois le rappeler si les Français, si le gouvernement ne le sait pas, une organisation terroriste. Et je dirais que c'est la même chose pour le Hezbollah avec l'affaire des tunnels. On condamne l'opération du Hezbollah, alors je cite, on reconnaît que c'est une violation
de la souveraineté israélienne et de la résolution dont parlait Claude Goasguen tout à l'heure, 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Et là où je pense que là on a une overdose de propos qu'on connaît, on appelle les deux parties à faire preuve de retenue, alors qu'ils devraient appeler surtout la communauté internationale à faire pression sur le Hezbollah avec la plus grande fermeté, parce que quand même c'est le Hezbollah qui est l'agresseur. J'ajouterais qu'on dit faire pression sur l'Iran pour qu'il arrête aussi, c'est ce qu'on m'a dit cet après-midi, le développement de son programme de missiles balistiques, qu'il arrête sa politique expansionniste dont nous avons maintes fois parlé au Moyen-Orient. Mais avec quel résultat? Je crois qu'on rêve. On fait preuve d'une grande lâcheté, d'une grande naïveté, parce que les Khamenei et autres gardiens de la révolution qui mènent là-bas n'en ont rien à faire. Et je pense qu'encore une fois de plus, il serait temps que les Français, les Européens se réveillent en se disant que Hezbollah, Hamas, Iran, ce sont des terroristes auxquels il faut faire face, auxquels il faut répondre avec la plus grande fermeté. Ouais, merci beaucoup, Christian Mallard, Claude Goasguen. Ouais, c'est pas la position qu'adopte l'Europe et même la France aujourd'hui, cette fermeté vis-à-vis de l'Iran. On voit bien que c'est pas la ligne que veut suivre. Ça évolue parce que, enfin, je partage tout à fait ce que dit Christian Mallard, que je connais bien, et il a raison sur le fond globalement. Néanmoins, ce qu'il faut, c'est éviter un affrontement entre le Hezbollah et Israël, quoi. Moi, je suis là pour ça, car ça serait dramatique pour les deux pays. Et de ce point de vue, je pense que la France est dans une situation à l'égard de l'Iran difficile, qui est peut-être intenable d'ailleurs à terme, et qu'elle peut peut-être jouer, parce que du coup, au fond, nous sommes, nous, Européens, dans une situation un peu de porte-à-faux, en disant, bon, on va continuer à travailler avec vous, mais c'est très difficile, parce que on perd beaucoup d'argent. Alors on peut dire à l'Iran, écoutez, moi, on va peut-être continuer à travailler avec vous, mais il faudrait peut-être un peu lâcher du lest. Alors, est-ce que c'est possible? On voit bien que l'Iran est parti dans une espèce de dramaturgie classique, c'est-à-dire que même les plus réformateurs, soi-disant, sont les plus durs à appeler le peuple iranien à se révolter contre la victime dont il paraissent être. Non, tout ça est très dangereux. Et je trouve que Christian Mallard a raison parce qu'il dit ce qu'il pense. Il a raison de le dire, c'est dangereux. Mais parce que c'est dangereux, il faut faire tous les efforts possibles. Et croyez-moi, moi, Dieu sait si j'aime Israël profondément, sinon je ne serais pas là. Mais il faut vraiment éviter un affrontement dans le nord d'Israël. Israël a raison, Israël a droit de se défendre, Israël a tous les droits. Et en réalité, si on applique le droit international, ils peuvent déclencher demain une offensive. Le droit leur donnerait raison, car c'est une agression de pure manière. Mais bon, essayons quand même d'éviter ce que nous avons vu il y a quelques années, parce que j'en ai un souvenir tragique. Ouais. J'étais là, à Haïfa, quand ça a commencé à barder. Ouais. Maurice Ifagran, vous avez l'impression que Tsahal aujourd'hui est sur la ligne justement de se dire on n'a pas intérêt non plus à déclencher une offensive. Je sais pas. Je sais que du point de vue israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, son objectif c'est moins Beyrouth que Téhéran. Il est obsédé par cette question de l'action déstabilisatrice de l'Iran dans la région. Et la solution, elle se trouve à Téhéran, elle ne se trouve pas à Beyrouth. D'autant qu'il y a un problème malgré tout, c'est que est-ce qu'on peut, même si le Hezbollah se tient bien dans les jours qui viennent, est-ce qu'on peut accepter une milice armée aux côtés de l'armée libanaise et qui en fait divise la souveraineté libanaise? On se demande même si le Liban a une souveraineté quelconque, puisqu'il n'est pas maître sur son propre territoire. Donc là, la question, elle est qu'est-ce qu'il faudrait faire avec le Hezbollah? Est-ce que Emmanuel Macron, qui a sauvé finalement Rafik Hariri d'une situation assez complexe, va lui prendre contact et voir s'il y a moyen de récupérer cette situation? Je ne crois pas qu'on aille vers un désarmement du Hezbollah, et malheureusement, un jour ou l'autre, il va y avoir une confrontation, il va y avoir une nécessité de désarmer cette milice. Donc je ne vois pas très bien... C'est une milice maintenant offensive, car alors qu'elle était auparavant une milice défensive, c'est une milice offensive extrêmement dangereuse, mais il fallait dire où est le droit. Moi, je vais rentrer à Paris en disant le droit est du côté israélien, ne vous trompez pas. Parce que vous savez, la presse française... Les Américains veulent d'ailleurs de nouvelles mesures à l'ONU, de nouvelles sanctions contre l'Iran à cause bien sûr. Mais il est clair que l'Iran est un État agressif. Le problème... Moi, j'ai toujours pensé d'ailleurs que Trump n'avait pas tort dans cette affaire. On ne peut pas continuer à avoir des dirigeants iraniens qui nous prétendent qu'ils ne font pas l'arme atomique, mais qui en même temps font des engins balistiques, demandent la destruction de l'État d'Israël. On imagine
qu'Israël demanderait la destruction de l'État iranien. Qu'est-ce qu'on en penserait? Moi, j'ai dit ça à l'ambassadeur l'autre jour, à la commission des affaires étrangères, l'ambassadeur d'Iran. Dites-moi, qu'est-ce que vous diriez si moi, je vous demandais pourquoi est-ce que l'Iran est encore sur la carte? Enfin, il y a des choses là qui sont inadmissibles. Mais vous savez, il vaut mieux discuter jusqu'au dernier moment plutôt que d'avoir un embrasement qui pourrait vraiment coûter très cher à tout le monde et que personne ne souhaite. J'arrive d'Irak, la situation en Irak est très mauvaise. Ouais. L'influence iranienne est très forte en Irak, personne ne le dit, mais les Iraniens ont 1400 km de frontière avec les Iraniens. Les dollars irakiens intéressent beaucoup les Iraniens parce qu'ils ont plus de dollars pour faire du commerce. Enfin, tout ça est en train de nous créer un ensemble de feux. Et je voudrais quand même pas, parce que j'aime Israël, puis je trouve que le Liban mérite mieux que ça, je voudrais pas que ça soit un embrasement ici, que ça se passe. À condition qu'on n'arrive pas au point de non-retour. Tout le jeu, c'est d'empêcher le Hezbollah d'arriver à une situation où il n'y a plus de retour en arrière. Je veux dire, ces missiles sophistiqués que veut fabriquer le Hezbollah, même si aujourd'hui en Israël on dédramatise un peu, on a vu, non, ce ne sont pas des centaines de milliers, mais quelques milliers, ça peut déséquilibrer stratégiquement la région. Très puissant. Et là, il n'y aurait pas de retour. Et Israël ne peut pas avoir à la fois des ennemis au sud et au nord. Effectivement, alors il y a les ennemis aussi en Cisjordanie avec ce qui se passe. On va retourner à Jérusalem justement, retrouver Daniel Haïk qui est devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou avec cette manifestation importante. Daniel, vous êtes à l'antenne. Manifestation importante d'habitants des implantations ce soir. Qui apparemment a un petit problème de liaison. Voilà, on l'a vu regarder son téléphone, c'est pas bon signe pour nous, ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt à nous parler, peut-être dans un instant. Alors justement là-dessus, parce que c'est un problème ça aussi, les implantations qu'Israël doit gérer, que la communauté internationale ne reconnaît pas. Il y a quelques années, quand un Israélien a été tué, on parlait d'un colon tué. Aujourd'hui, on lit plutôt un Israélien, donc il y a eu une évolution là-dessus. La France là-dessus aura du mal peut-être à prendre une autre position différente de celle de l'Europe. Il y a une tradition française là-dessus de ne pas reconnaître évidemment cette époque. Mais oui, mais ça sert à rien tout ça. La position européenne est une position morale vertueuse qui en réalité n'aboutit à rien. En réalité, on voit bien que l'Europe a pardonné beaucoup d'argent, et on en donne beaucoup. Dans cette affaire, suit le problème. On attend en réalité ce que vont faire les Américains, puisque les Américains ont proposé un plan de paix. Moi, je suis en contact très souvent avec les fonctionnaires du Quai d'Orsay. Oui, bien sûr, la France condamne la colonisation, demande le respect, etc. Mais en fait, bon, c'est tout, hein. C'est tout. Ouais. En réalité, la situation est en jachère. Et il va bien falloir quand même, un jour ou l'autre, que cette situation se dénoue. Là encore, là, pour le coup, ce sont plutôt les Américains qui ont la main. Ouais. Alors on va retrouver, je crois que Daniel Haïk, ça y est, a récupéré sa liaison. Daniel, cette manifestation importante quand même, devant la résidence du Premier ministre Netanyahou, colère ce soir de ses habitants face à cette vague d'attentats. Je ne vous ai pas entendu, Jean-Charles. Vous pouvez répéter votre question? Je parlais de cette colère des habitants des implantations ce soir devant le domicile de Netanyahou. Bien, écoutez, on peut affirmer qu'il y a une très forte colère ici de la part de la population des habitants juifs de Judée et de Samarie. Ici, vous pouvez écouter le témoignage de Raphaël Ishran, le père, le grand-père du bébé de Shira qui a été inhumé hier après avoir succombé à ses blessures. Il s'adresse, comme d'ailleurs le second grand-père, Chaim Zilberstein, il s'adresse au Premier ministre et il lui demande de lancer des opérations très fermes pour restaurer la force de dissuasion de l'État d'Israël. Il demande, en tout cas c'est Chaim Zilberstein qui l'a demandé il y a quelques instants, il a demandé au Premier ministre de créer une nouvelle localité qui porterait le nom de son petit-fils Aviad Israël.
d'Israël. C'est la manière avec laquelle il faut répondre aux terroristes, lutter contre le terrorisme, lutter comme vous savez le faire, monsieur le Premier ministre et ministre de la Défense. C'est le message qu'on fait passer. Voilà, combattez contre le terror, contre le terrorisme comme on combat en pleine guerre, dit Gabriel Ishran dans un message adressé à Binyamin Netanyahou. Donc on le voit véritablement, il y a une très vive colère de la part des habitants juifs de Judée et de Samarie, une volonté de faire face et justement de durcir de la part du Premier ministre, de faire en sorte qu'il puisse durcir les mesures qu'il a prises aujourd'hui. Merci Daniel, on va vous laisser, on vous retrouve tout à l'heure évidemment parce que cette manifestation dure déjà depuis un petit moment, elle continue avec tous ces discours et on aura d'autres questions évidemment à vous poser. Benyamin Netanyahou aujourd'hui en Israël en tout cas est un dirigeant qui est parfois contesté parce qu'il néglige le dossier palestinien. Est-ce que vous pensez qu'il est encore sur le chemin de la paix ou pas? Écoutez, moi c'est quelqu'un que je connais un peu, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Il est très crié, on dit, vous savez, tous les hommes politiques sont comme ça, décriés régulièrement. Je vois bien que la situation est difficile. Mais vous savez, je crois qu'actuellement, il fait le maximum. Il fait le maximum, sa situation n'est pas facile. Je voudrais dire une chose aussi, moi je parcours tout le Moyen-Orient, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que quand je vois les dirigeants du Moyen-Orient, aucun ne me parle de la Palestine. Aucun. On m'en parle plus au Quai d'Orsay que dans les capitales du Moyen-Orient. C'est un élément important quand même. Ça signifie qu'il y a quelques agitateurs internationaux bien ciblés qui cherchent vraiment à faire de la Palestine un sujet qui soit un sujet clivant. En réalité, c'est un sujet grave, c'est un sujet dramatique, on le voit bien, je me garderais bien de dire le contraire, mais c'est une exploitation qui va à l'encontre des pauvres gens qui meurent, et en particulier des colons, et même des Palestiniens qu'on exploite, parce que je pense qu'eux-mêmes sont poussés en avant par des gens sans scrupules, et très franchement, il va falloir quand même un jour ou l'autre que le monde se mette à dire que la Palestine, c'est important, mais ce n'est quand même pas le problème absolu actuellement du Moyen-Orient. Merci pour cette analyse, Claude Voisguen, député.